Bonsoir tout le monde. On est de retour en live sur Xamcast. On a eu quelques petits soucis. Je ne comprenais pas pourquoi l'image ne passait pas. Mais ce coup-ci, ça fonctionne bel et bien. Vous voyez ma bouille, celle d'Alex et celle de Sam. Donc, voilà, on va pouvoir démarrer. Je vais peut-être répéter pour ceux qui reviennent maintenant. On va regarder ensemble en live une vidéo qui a été diffusée il n'y a pas longtemps sur la chaîne Swiss Football Review qui a fait beaucoup de bruit. Et c'est une chaîne qui parle du déclin du foot suisse. Donc, c'est un contexte qui sort un petit peu de Xamax, mais on avait quand même envie de voir cette vidéo et puis de réagir. Donc la règle, messieurs, c'est que si vous avez envie de réagir, vous me faites signe et puis j'arrête la vidéo et on réagit un petit peu ensemble. Alors, personnellement, je n'ai pas regardé, je voulais pas me gâcher la surprise. C'est aussi le cas, monsieur, vous n'avez pas regardé la vidéo ou bien? Non. Pas du tout, non. Ok, bon, bah c'est bien. Comme ça, c'est la surprise pour tout le monde. Donc, si vous êtes d'accord, on va sans outre commencer. Et puis, voilà, dans le live, n'hésitez pas à réagir. Voilà. Alors, on y va. Sur ces dernières années, le niveau du football en Suisse est, à mon sens, plus bas que ce qu'on a connu dans les années 2010. Je pense que la Suisse, le GOAT, sur le plan européen, peine encore à être réellement compétitive et a peut-être fait quelques pas de retard par rapport à ce qui se faisait il y a encore 10-15 ans. La Suisse perd en compétitivité. Un autre GOAT, Tim Guimard, on les salue d'ailleurs. Qui est indiscutable, qui est objectif, c'est les résultats en Coupe d'Europe. Responsable C'est à Neuchâtel, ça. Au Centre international du sport. Bon, on pourrait se fier à l'indice UEFA. C'est vrai qu'en fonction des résultats des clubs nationaux, des compétitions internationales, il y a un classement qui est établi par l'UEFA, la Confédération européenne de football, pour justement mettre une hiérarchie au niveau du foot européen. Ça, c'est un critère. C'est vrai que le football suisse a un peu rétrocédé ces dernières années. Mais en même temps aussi, il faut dire que la bonne place, encore il y a une dizaine d'années, la meilleure place du foot suisse était très liée aux résultats d'un club, le FC Bâle, qui a fait différentes campagnes européennes très réussies, même en Ligue des Champions. Et donc du coup ça traduisait aussi une domination d'un club en particulier, ce qui s'est un peu effacé ces dernières années, mais quand même peut-être un certain nivellement du championnat suisse, certains diraient par le bas. C'est en tout cas ce qui se dit, ce qui se croit aujourd'hui, qu'il y a un peu une baisse de compétitivité, mais effectivement il y a un peu des critiques qui commencent à sortir sur le fait qu'il y a un football suisse qui est un peu en perte de vitesse, en tout cas à l'échelle des clubs et des zones. Ouais, alors c'est une question compliquée comme ça au premier abord, parce que ça peut varier un peu, on va dire, d'une saison à l'autre, voire même il y a des cycles finalement. On sort, je pense, d'un cycle qui a été assez intéressant les années 2010 à 2020, même les années 2000 à 2020, où honnêtement au niveau des clubs en Suisse, on a vraiment eu une marge de progression constante, très bonne dynamique. Puis là, on est un peu dans une phase de renouvellement où on voit aussi qu'il y a des pays qui ont très bien travaillé, notamment les pays scandinaves, qui ont rattrapé un peu le retard que nous, on avait réussi à creuser par rapport à eux. Et je pense qu'aujourd'hui, le football suisse des clubs, il est compétitif,
mais ça reste un championnat que je vais classer en post-formation. Je pense que la place qu'on a aujourd'hui, qui est à savoir d'essayer d'aller chercher entre le top 10 et ne pas tomber au-delà du top 20, c'est notre réalité actuelle. Peut-être que actuellement, vraiment, au moment où on se parle, on est plutôt entre la top 15 et le top 20. Mais je dirais après le top 10, donc de la 10e place à la 15e, c'est pas illusoire. Voilà, on a notre place. On est un championnat de post-formation, on n'a pas des moyens qui sont illimités très loin de là. On ne surfe pas sur l'argent, donc ça, c'est la réalité du football suisse. Première petite pause, messieurs, c'est assez intéressant ce qu'ils disent. Championnat de post-formation, on n'a pas, on n'a pas les moyens de garder nos top joueurs. Alors c'est vrai que quand on regardait un peu la Coupe d'Europe et surtout la Ligue des Champions entre 2010 et même jusqu'à 2020. On a quand même été gâtés parce que Raphaël Poli, il mentionne le FC Bâle, mais il y a d'autres clubs suisses qui ont joué la Ligue des Champions dans cette période. On se souvient quand même du FC Zurich qui avait fait une ou deux campagnes quand ils ont fait les titres avec Lucien Favre. Et puis, on n'oublie pas le FC Thun qui avait aussi joué en Ligue des Champions durant cette période. Et après, Young Boys qui a réussi à se qualifier pour certaines périodes. Je sais pas, je voulais avoir un peu votre avis là-dessus, mais on a vraiment beaucoup moins de moyens qu'à l'époque pour régater avec les clubs en Europe. Financièrement, c'est clair qu'on est loin derrière les top 5 ou même le top 10, mais il y a quand même moyen de faire de belles choses. Après, c'est difficile à dire de ça ce qui cloche actuellement, mais c'est vrai que le niveau financier, je pense que c'est beaucoup, parce que des pays comme... on va dire les Pays-Bas, dans le hasard comme ça, il y a quand même 4-5 gros clubs aux Pays-Bas, mais quand tu regardes ensuite le reste, c'est des clubs qui pourraient jouer aussi en Super League ou au même niveau que certains, comme l'UTM ou peut-être bien c'est dans les début des années 2000, mais après, ouais, je sais pas. Ouais, puis après, il y a aussi un truc qui est important, c'est que l'argent vient avec les Coupes d'Europe, quoi. Tu te qualifies, se qualifier pour les Coupes d'Europe, c'est une chose, mais après, quand tu fais des belles performances, et surtout en Ligue des Champions, même si tu perds tes 6 matchs de poule dans l'ancienne formule, maintenant c'est une autre formule, mais à l'époque, on était dans la format de 6 matchs de poule, même en perdant les 6 matchs, tu touchais quand même un petit pactole. Rien que le fait de te qualifier pour la phase de poule, tu touchais un pactole. Alors oui, Kieran, le fond vert est utilisable, mais là je le mets pas parce que avec l'interface de Twitch, c'est pas simple. Du coup, c'est ça, le FC Bâle. Alors, à l'époque, il y avait Gigi Eury, qui était derrière avec l'entreprise pharmautique qui amenait beaucoup, beaucoup de moyens au FC Bâle. Mais c'est aussi grâce à ces campagnes de Ligue des Champions qu'ils ont pu devenir la force dominante qu'ils étaient. La campagne de Thun, je pense que à eux, qui avaient peut-être moins d'ambition, mais qui dépensaient intelligemment leur argent, ça les a quand même aider à se pérenniser sur quelques années, à stabiliser leur budget sur quelques années. Donc, c'est un peu le cercle vicieux. Plus tu te qualifies, plus tu as d'argent, plus tu as les moyens d'acheter des joueurs qui permettent de te qualifier et de régater sur les coupes européennes. Mais voilà, maintenant c'est aussi devenu plus difficile parce que il y a beaucoup de clubs qui arrivent à se qualifier, des petits clubs même, quand on voit cette année en Ligue des Champions, là on a Pafos qui a réussi à se qualifier et puis un autre club qui n'avait jamais disputé la Ligue des Champions. Alors c'est chouette pour eux, mais ça veut dire que le football européen est devenu beaucoup plus compétitif à mon avis. Voilà, on va continuer parce que sinon, on va streamer jusqu'à minuit. Je pense qu'on a vu sur ces dernières années en particulier, le football suisse, je ne pense pas qu'on puisse encore le qualifier de réellement compétitif par rapport à ce qui se fait en Europe, pas seulement dans les grands championnats, mais même avec les championnats d'autres pays.
Le football suisse baisse objectivement par rapport au reste de l'Europe. Et puis, il y a une autre donnée qui pour moi est incontestable aussi, c'est qu'il n'y a plus de gros joueurs de championnat. Alors, je vais remonter aux années 80, 90. On arrive à tirer Karl-Heinz Rummenigge, par exemple. Voilà, c'est une autre époque, mais ça paraît complètement inconcevable aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas un joueur de top niveau européen qui viendrait même finir sa carrière en Suisse. Quand le football il se réinvente, le football il change tout le temps, il y a toujours des cycles de 3 à 5 ans, le football il évolue. Il faut réussir à suivre ça, il faut suivre les tendances des pays qui sont derrière et puis qui travaillent mieux pour essayer d'aller rattraper leur retard. Aujourd'hui, qu'il y a vraiment une qualité globale dans nos championnats. Je dirais, la dernière saison, elle n'a pas été bonne d'un point de vue football. Heureusement, Bâle, à la fin, fait une série de victoires qui nous fait dire que Bâle est un beau champion. Heureusement, pas un champion par défaut, mais ça a quand même failli l'être. Là, il touche du doigt. L'année passée, en Super League, les gars, il n'y a aucun club qui n'a pas eu une phase de creux. C'est hallucinant. À un moment dans le championnat, tu peux aller voir à plusieurs moments dans le championnat, il y a toujours eu, à mon avis, un moment où un club, il n'a pas fait de victoire pendant 5-6 matchs. Ça se voit jamais dans les grands championnats, quoi. Ça. Et aussi, un autre truc qui se voit jamais dans les gros championnats, c'est pendant une journée, il y avait 3-4 équipes avec le même nombre de points. Entre le premier et le cinquième, il me semble. Ouais, c'était hyper serré, mais c'était hyper serré vers le bas. C'est pas genre, t'as 4-5 équipes qui battent tous les autres, et puis il y a genre, c'était comme Sion et Thun il y a 2 ans en Challenge League. Ils ont genre 20 points d'avance à mi-championnat parce qu'ils gagnaient tout contre tout le monde. Là, c'était hallucinant. À un moment, je crois que le troisième, le premier, il perdait 3 matchs et puis il passait dans le relegation group, quoi. C'est juste hallucinant. À la moitié du championnat, d'être comme ça, c'est vrai que c'était assez terrible à regarder. Puis, du coup, pour les gens qui font des pronostics, je dis ça parce que nous, on s'amuse entre nous à faire des petits pronostics sur une application dédiée. C'est illisible. C'est illisible parce que tout le monde était capable de perdre contre tout le monde. Il y avait des fois des scores hyper surprenants, des équipes qui se prenaient des 4-0 à domicile. Enfin, c'était assez fou. Voilà, on va continuer. Je me posais juste une question. Pour que le niveau du championnat suisse se relève, est-ce qu'il ne serait pas mieux de faire genre, un championnat semi-fermé à 16 équipes et une Challenge League un peu moins professionnelle? Peut-être. Bon, ça se discute, mais après il y a des pour et des contre, mais je sais pas. Peut-être, oui, hein, effectivement, ça serait une option. Mais Il y a des pays pas plus grands que la Suisse et ils ont 18 équipes dans leur championnat. Donc pourquoi pas en Suisse? après, ouais, c'est un petit pays quand même, hein, la Suisse, mais voilà, il faut qu'il y ait aussi 18 équipes pro qui tiennent la route, quoi, hein, quand même. C'est ça, si c'est pour avoir des équipes qui galèrent et puis qui tiennent 2-3 saisons puis qu'ensuite ils font faillite parce qu'ils répondent pas à tous les critères, ben ouais, je sais pas. Ouais, on a numéro 17-17 qui nous dit, ouais, je sais pas si passer à ces équipes ne serait pas négatif pour la compétitivité entre les clubs. C'est possible. On aurait vraiment des matchs des fois à sens unique, hein. Je pense que, par exemple, là, actuellement, tu te dis, mais si tu mets 6 équipes de Challenge League hein, en Super League, alors, Haro, Vaduz, Yverdon, il y aurait pas trop de soucis, mais même après, Xamax, le Slow, Nyon, tu les mets en Super League actuellement, on se prenne des mines à tous les matchs, quoi. Vraiment. Est-ce que ça ouvrirait pas plus de portes aux sponsors aussi si les équipes sont plus installées en Super League, si c'est Sony fermé le championnat par exemple? Je sais pas. Je ne sais pas non plus, mais c'est des questions qu'on peut se poser. Ouais, enfin, je sais pas, effectivement, si c'est la réponse. Voilà, on va continuer. Ouais. Si on fait un petit parallèle, par exemple, à une autre ligue de pro en Suisse, le hockey, où c'est une ligue aussi semi-fermée, bah, on se retrouve chaque année avec le même dernier qui descend jamais et que c'est tout le temps en joie parce que c'est les moins bons. Donc au final, tu te retrouves avec une problématique. T'as tout le temps une équipe qui va rester alors qu'elle ne mérite pas de rester, quoi. Ouais, toute allusion à un club jurassien est fortuite pour le hockey.
Mais non, mais je pense que c'est un bon exemple. Ajoie, alors on salue nos amis Ajoulot, nos amis jurassiens, mais force à eux, ils se prennent des pétés depuis qu'ils sont remontés, depuis qu'ils sont montés, mais pourtant, il n'y a aucun risque de descente pour eux parce que derrière, ça ne suit pas soit sportivement, soit financièrement. Donc, ouais, c'est un peu le problème aussi après de ces ligues semi-fermées, c'est que le gouffre, il s'est creusé. En hockey, le gouffre entre la première division et la deuxième division, il est énorme. Franchement, énorme. Presque plus qu'en football. Allez, on continue. Moi, je suis un petit peu inquiet, même si on est tous admiratifs de la classe de Tchaban Shaqiri. Vraiment, il faut le féliciter. On adore le voir jouer. C'est le genre de joueur pour qui on paie son billet d'entrée. Et il a donné du spectacle. Lui, il a accepté de revenir en Suisse pour aller en Arabie Saoudite comme il aurait pu le faire. Parce qu'il est amoureux de balle et il a un travail à finir là. Merci à lui. Mais le fait qu'il soit aussi performant, qu'il marche autant sur le championnat, ça doit quand même nous interpeller. Parce que Tchaban, c'est un cadavre de l'Amérique du Nord, pardon. Pendant 3 ans, il n'avance pas là-bas. Et là, ici, c'est le meilleur joueur du championnat, avec une distance énorme sur les autres. Donc ça nous interpelle aussi. Aujourd'hui, je dirais depuis 3 saisons en Suisse, on a une philosophie qui peut-être est un peu moins poussée sur justement le fait de mettre en avant les jeunes. On a beaucoup de joueurs étrangers, donc des joueurs, c'est pas des joueurs qui peuvent viser, dans la plupart des cas, le top 5 des meilleurs championnats européens. Et puis voilà, tout ça avec des moyens qui sont limités, avec beaucoup de changements dans les clubs, une stratégie, une vision interne qui n'est pas souvent ultra claire. En plus, avec un gros changement dans la Suisse, on est passé de 10 à 12 équipes. Voilà, c'est toute une situation qui fait que sur ces dernières années, le niveau du football en Suisse est, à mon sens, plus bas que ce qu'on a connu dans les années 2010. Aujourd'hui, le football en Suisse s'articule selon 2 ligues. On a la Super League composée de 12 équipes, anciennement de 10, mais aujourd'hui de 12 équipes depuis la saison 2023-2024, et la Challenge League composée, elle, de 10 équipes, ce qui nous fait 22 clubs professionnels. C'est pas énorme, et en plus, en bas de tableau Challenge League, il y a quand même des clubs qui sont, on va dire, dans un flou pour ce qui est des analyses, on va surtout se concentrer sur la Super League, qui est évidemment la plus belle vitrine pour le football suisse, l'élément central du football suisse de club. Récemment, ce championnat, il a été très serré. D'habitude, il était très serré, on va dire, dans le ventre mou, on pourrait dire de la 8e à la 4e place peut-être. L'année passée, en 24-25, ça a été serré à tous les étages, quasiment tout au long de la saison. Et ça, c'est, comme ça a été évoqué, symptôme peut-être d'un nivellement par le bas. C'est un bon terme que j'ai apprécié, que je pense qui est très pertinent. C'est vrai qu'elle est magnifique, sa chemise à Noé. Qui a connu vraiment une période très compliquée, qui était presque plus à lutter pour le maintien il n'y a pas si longtemps. Et Young Boys qui récemment, on va dire, est peut-être rentré dans le rang, qui surnageait par rapport aux autres clubs suisses, ça fait qu'on a finalement un championnat qui a simplement peut-être baissé un peu de niveau. C'est des critiques qu'on revoit très souvent sur la scène médiatique ou même sur les réseaux sociaux, c'est les niveaux de jeu. Pendant la saison 2024-2025, je pense qu'il y a rarement eu autant de critiques à ce niveau-là. Et évidemment, c'est dur à quantifier, mais c'est quand même à prendre en compte. C'est des témoignages qui sont assez concordants finalement, et donc on peut quand même se dire qu'il y a un fond de vérité derrière. Les clubs suisses aujourd'hui peinent à vraiment proposer du très beau jeu, ou alors un jeu... Alex, il a une sale collection de maillots, c'est beau. Voilà, globalement, les critiques cette année, disons, durant les dernières saisons, elles ont touché à peu près tous les domaines du football suisse, que ce soit d'un point de vue financier, formation des jeunes, niveau de jeu, on l'a évoqué. Et c'est un peu un tout qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle de compétitivité, généralement en Suisse, on va plutôt l'aborder sous un angle négatif, sous l'angle d'une tendance qui serait baissière. Le point faible, c'est qu'il y a peu de Suisses, je dirais. Les clubs suisses n'ont pas les moyens d'attirer les meilleurs joueurs ou de retenir les meilleurs joueurs. Faudrait que tu montres nous 2 pièces à la fin, Alex. Et donc, du coup, il dépend beaucoup de la formation, de la capacité quand même à dévoiler des talents. C'est la clé centrale en fait. L'axe de la formation, promouvoir ces jeunes et puis après les revendre, ça c'est crucial pour un club suisse. La source de revenus principale d'un club suisse, ça doit être, et c'est ce qui est
ce qui est la norme, pas que pour le football suisse, mais la vente de joueurs. Et donc, ça passe par la formation. Mais il y a une réalité, c'est la réalité du football suisse, c'est le marché. On est un championnat de post-formation. Ça veut dire qu'on doit former des joueurs pour les accompagner à aller dans les meilleures ligues. Je pense que la formation suisse est excellente jusqu'à 16-17 ans. Je dirais de la tranche d'âge 14 à 17 ans, ils travaillent très bien. Je pense que là, on n'a rien à envier à ce qui se fait ailleurs en Europe. On le voit d'ailleurs, les résultats de l'équipe de Suisse des moins de 17 ans, c'est souvent par là qu'on brille. On a des résultats, on n'est pas super loin des top nations. Nos plus grands talents à ce moment-là, ils n'ont rien à envier aux meilleurs talents européens de cette catégorie d'âge. Je trouve que c'est ça, en fait, le modèle dual qu'on dit. Ouais, ça c'est quand même assez révélateur. C'est le décalage finalement entre les équipes nationales et puis les clubs, quoi. Au niveau national, on en a encore eu la preuve tout récemment, hein. Je veux dire, on a l'équipe A qui se qualifie pour la Coupe du Monde, 6e Coupe du Monde consécutive. On est, je sais plus à combien de tournois consécutifs là. On n'a pas manqué de tournois depuis l'Euro 2012. La Coupe du Monde des moins de 17, l'équipe cartonne, elle s'est qualifiée pour les quarts de finale où elle jouera tout prochainement contre le Portugal. Mais les clubs, on n'arrive rien à faire. Et voilà, parce qu'on garde pas nos meilleurs talents. Et les talents, je pense qu'ils rêvent pas forcément de leur club, de leur ville, que ce soit en Super League ou en Challenge League. Ils rêvent d'aller dans des plus grands clubs européens. Et puis, puis on n'arrive pas à attirer des bons étrangers, quoi. Puis aussi, surtout, maintenant, on a un problème. Il y en a aussi pas mal qui font même plus toute leur formation suisse, qui a 17-18 ans, partent dans des plus gros clubs et finissent leur formation ici. On a l'exemple, il y en a Mozambique, il y en a en tout cas 2 en équipe de Suisse, c'est Kobel et Mozambique, et les autres, j'ai pas de... Je sais pas si on en a entendu d'autres. Ah, on doit encore en trouver quelques-uns, ouais, je pense, si on fait des recherches un peu plus approfondies. Mais on a actuellement, tu vois, on a Bridge Guy qui est parti tôt. Enfin, les joueurs partent vraiment. Ouais. Ouais, j'ai regardé quelques matchs des moins de 17 ans de la Coupe du Monde où il y a reflets. Il y a un truc qui m'a interpellé, c'est qu'il y a de sacrés talents chez moins de 17 qui pourraient jouer en première équipe en Super League, dans un club ou du moins des bouts de match. Et ces temps, il ne faut pas jouer en fait. Il y a moins de jeunes qui jouent dans les équipes premières de la Super League, ce qui leur permet moins de pouvoir progresser. Et il faudrait tenter ce pari à faire jouer plus les jeunes, même à partir de 17 ans, comme à Zenit Chino par exemple. Et ça va les faire jouer du temps de jeu, ils vont progresser, et puis ça va élever les niveaux. Mais actuellement, à part le gardien du Lucerne, je sais pas comment il s'appelle, Loretz ou quelque chose comme ça. Ouais, Loretz, ouais. Ou bien Villiers à Lucerne, mais Lucerne, je pense que c'est Mais j'allais le dire. Exactement, tu mets le doigt sur ce que j'allais dire, Sam. Je pense que Lucerne, c'est vraiment un très très bon exemple. C'est une équipe qui fait beaucoup confiance à ses jeunes et qui a déjà qui fait confiance à ses jeunes, mais elle peut leur faire confiance parce qu'elle a un très bon centre de formation. Il y a 2 saisons en arrière, les M19 de Lucerne avaient survolé la Promotion League. Ils n'avaient évidemment pas pu être promus parce que voilà, c'était leur statut d'amateur, mais je crois que c'est l'année où Carouge monte. Ils finissent mais largement premiers, alors que c'est une équipe qui était formée par les jeunes, tous les jeunes lucernois. Donc c'est la preuve qu'il y avait de la qualité. Mais comme dit numéro 17-17, c'est qu'il y a moins d'opportunités en équipe première en Super League aussi. Ouais. C'est dommage. Ouais, et c'est bien dommage. Ouais, malgré qu'il y ait quand même des récompenses financières à la clé pour faire jouer les jeunes, mais on voit que c'est pas tout ce qui attire. Dans ces jeunes, il y a beaucoup de binationaux avec du talent. D'ailleurs, il y a un Serbe qui joue dans les moins 17 qui est court, qui a été rapproché par la sélection serbe. Et à force de ne pas avoir leur chance en Super League, ils vont jouer dans une formation à l'étranger, puis ils vont se reconnaître avec la Suisse. Et puis, aussi avec ça, l'équipe de Suisse va peut-être faire des joueurs éventuels. Ouais, c'est clair. Alors, on a Savigny Le Trou, là, qui est aussi décidément très actif, merci, qui nous dit, en minutes de jeu, c'est bien Saint-Gall où le temps de jeu des jeunes est le plus grand. Effectivement, Saint-Gall, ça fait aussi pas mal jouer les jeunes. Puis voilà, ils sont tout en haut du tableau. Donc,
Ok, Dans ouais. l'écouteur, d'ailleurs, il y a un moyen d'adversaire. Tout à fait. Ouais. Ouais, alors ils font jouer May et Vogt, mais c'est quasi tout. En considérant les U21, ouais. Dire que les gamins sont aux études, ou au sport études à côté, enfin ne font pas que du football, quoi, comme dans d'autres pays. Si je caricature un peu. Je pense que jusqu'à 16-17 ans, la Suisse, rien n'ennuie à personne. Le seul petit problème, c'est que forcément, nous, en Suisse, on va dire que la masse qu'il y a derrière ces top talents, elle est un peu moins bonne que la masse qu'il va y avoir derrière les top talents de la France. Et ça joue sur le contexte de compétitivité. En Suisse, on n'est pas capable de faire de la formation masse, donc il faut aussi réussir à un moment donné à faire de l'individualisation dans la formation. Mais sur cette tranche d'âge, je pense qu'encore aujourd'hui en Suisse, on est très bon. Le problème, il est après. Il est entre 17 et 20 ans, où je pense que là, on a un sérieux problème dans la post-formation, comme on dit. Le problème qu'on a en Suisse, c'est sur la tranche d'âge d'après, la 17 à 19-20 ans. Mais après, il y a le lien, il y a cette frontière entre on arrive au bout de la formation, on repère nos 2-3 talents, et ces talents-là, il faut réussir à les intégrer dans la première équipe. Pour ça, il faut avoir une stratégie de formation qui est carrée. Ça veut dire qu'il faut une structure, une académie qui est relativement, en termes d'infrastructure, de professionnalisation, qui est assez poussée. Donc le gros point faible, je dirais, c'est le manque de relève de jeunes Suisses qui peuvent venir renforcer ces équipes. Peut-être parce qu'il y a peut-être moins de talent, mais ça c'est des hypothèses, ou alors moins de courage de la part des clubs. Bien sûr, tout le monde dit c'est la formule, c'est parce qu'il n'y a que des équipes, c'est parce qu'il n'y a que 12 équipes. Mais c'est pas vrai, c'est une volonté. Lucerne, que je connais, ils sont à 10, 12, 18 ou 28. Lucerne, ils ont pris cette philosophie-là, ils s'y tiennent. Et pour survivre dans ces ligues où finalement sur 10 équipes, on a un qui tombe, la Challenge League, il y a toujours 2 ou 3 qui peuvent jouer monter, le reste doivent toujours jouer pour survivre. C'est très compliqué de se dire on va miser à fond sur les jeunes parce que t'es vite rattrapé par le besoin de faire des points. Le contexte du football suisse fait qu'aujourd'hui, les entraîneurs, ils prennent pas le risque de dire ok, je vais mettre le gamin de 17-18 ans parce que potentiellement si je perds 3 matchs, moi je suis plus coach, je perds mon job, etc. Il peut y avoir 1 milliard de raisons. Le contexte n'est pas toujours évident pour faire confiance à des jeunes en Suisse, on voit même en Super League. Les clubs doivent miser sur des joueurs parce que voilà, ils les payent quand même contractuellement, ils viennent. Donc quand il y a un jeune du centre de formation qui toque à la porte, à part si évidemment il fait une unanimité intouchable, c'est difficile de directement le faire remplacer un joueur étranger ou un joueur suisse sur lequel on a investi pour l'installer en première équipe. Déjà, donner une chance précoce à des joueurs suisses, et c'est ça une grande tendance du marché, c'est que même dans les grands championnats, on le voit d'ailleurs notamment en Ligue française, on donne une chance précoce. L'arrogance, c'est parti dans le sont chat. déjà exposés au niveau de l'équipe première. Et ça, les clubs suisses ont un peu de la peine à le faire. Les clubs disent que c'est parce que les joueurs suisses, ils doivent aussi faire des apprentissages, avoir l'école, une formation duale. Peut-être c'est en partie vrai, mais je pense qu'il y a beaucoup de manque de courage malgré tout. D'autres le font, peut-être qu'ils sont plus focalisés à la football, à l'étranger, mais on voit quand même des joueurs de l'équipe suisse de moins de 17 ans qui se qualifient pour la Coupe du Monde. Il n'y a pas de raison, à mon avis, qu'on donne, qu'on forme encore plus de courage et qu'on prépare finalement ces jeunes à les intégrer progressivement plutôt au plus haut niveau. C'est que comme il y a des clubs qui essayent de prendre le bon chemin, et je pense que c'est Lucerne par exemple, le FC Lucerne qui a réussi à faire un bon championnat même sans accrocher l'Europe. On est vraiment des joueurs avec sa propre formation, on s'aperçoit que ça marche parce qu'ils ont des joueurs titulaires en haut de Super League, pas tout en haut mais en haut, et puis ils arrivent à en vendre pour quelques millions comme Amardon Yachari. Ils lancent leur jeu et puis voilà, ils font des erreurs, des fois tu prends des millions. Je me rappelle le match dans le match ici à Sion d'ailleurs, où ils perdent 3-0, 4-0 à la mi-temps, où ils font 5 changements à la mi-temps parce que le coach n'est pas content, mais c'est pas pour autant qu'ils vont changer de philosophie maintenant, tu vois. Donc moi je suis convaincu que ça peut changer. Un petit feat avec l'auteur du reportage, pourquoi pas. Il faut les mettre sur le terrain au bout d'un moment. C'est simple que ça. Tu mentionnes la Challenge League, mais si ici on n'est pas capable de mettre en avant la formation, c'est qu'on n'est pas capable de le faire. La Challenge League, ça doit être une ligue de formation, ça doit être une ligue où
on n'a pas peur en fait. Quitte à, c'est une ligue qui est presque fermée en plus, à 10 équipes, on voit qu'il y a très peu de changements. Il y a des équipes qui font l'ascenseur, donc le risque de se faire licencier, pour moi, il est moindre en Challenge League qu'en Super League. Le problème dans ces clubs-là, c'est simplement le manque de vision, le manque je pense, de compétences au sein des clubs. Et il n'y a pas cette stratégie de vouloir réellement se dire « Ok, on va miser sur la formation ». Même si, bien entendu, si on prend l'exemple d'un Stade Lyonnais, un Stade Lyonnais n'a pas l'académie et la formation d'un Servette, mais doit pouvoir bénéficier de l'académie et de la formation d'un Servette pour finalement promouvoir des talents et puis derrière avoir une répercussion financière de leur côté. Mais il y a toute une réflexion autour de cette ligue qui est importante, mais ça démontre bien qu'on a un vrai problème d'alignement de vision entre l'Association suisse de football et la Ligue de football professionnelle, la Swiss Football League. Du moins, les membres de la Swiss Football League. Et ça, c'est un problème qui, pour le moment, n'est pas prêt d'être résolu. Ouais. Là, je crois que Julien Moret, il souligne aussi un point très, très important. On oublie qu'effectivement, souvent, les grandes instances du foot en Suisse, il y en a deux. Hein. Il y a l'ASF et il y a la SFL. Et voilà, les intérêts sont pas forcément les mêmes. Je dirais peut-être surtout d'un point de vue financier, hein, surtout. Du coup, Noé, il s'est un peu trahi là dans le chat. En même temps, NR, c'est vrai que j'aurais pu me douter ce que ça voulait dire. Donc, écoute, Noé, on se tient au jus sur Insta après le live. Et puis, pourquoi pas que tu viennes une fois en live nous parler un petit peu de la genèse de ton projet. En tout cas, ça serait avec un grand plaisir qu'on t'accueillerait. Ce serait un grand honneur pour nous, ce serait peut-être presque une exclusivité, je dirais, pour notre chaîne. Donc, pourquoi pas? On se tient au jus après le live. Ouais, là, je crois qu'il a vraiment touché dans le mille aussi. Hein. Julien Moret, c'est comment on passe de la formation assurée par l'ASF à le passage dans le monde du football professionnel avec l'ASFL. Et ça, c'est... Voilà, ça coule pas de source, comme on dit. Hein. Cool, Noé. Alors, volontiers, on se tient au jus. Enfin, je te tiendrai au jus. Aujourd'hui, factuellement, en termes on parle de l'UIPAF, il a bien l'écran magie. De graves soucis, on pourrait dire. Il y a une étude qui a été commandée par l'ASM, donc l'Association suisse de football, qui met justement en lumière certains des points dont le bas blesse pour la Suisse qui suit vraiment une tendance très négative, contrairement à certains voisins, contrairement à certains championnats concurrents comme la Belgique, comme l'Autriche, comme le Danemark, ainsi de suite. L'étude a porté sur 8400 joueurs nés entre 1993 et 2010 et qui ont bénéficié de moins de 90 minutes de temps de jeu par saison dans la plus haute ligue de leur pays respectif entre 2013, 2014 et 2022-2023 et qui ont fait partie au moins une fois d'une académie entre les niveaux M13 et M19. L'analyse porte sur les 7 premières nations européennes, à savoir la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre, le Portugal, l'Italie et les Pays-Bas, ainsi que sur les 5 nations challenger, à savoir le Danemark, la Croatie, l'Autriche, la Belgique et la Suisse. Le point critique qui ressort de cette étude, c'est que la Suisse a beaucoup de peine à faire confiance aux jeunes joueurs. Parmi les 12 nations examinées, la Suisse ressort très malheureusement dernière, et ce, malgré quand même un ratio par rapport au nombre d'habitants et de joueurs qui est plutôt bon. La Suisse a des joueurs, la Suisse a certainement du talent aussi, on le voit. Ça a été évoqué avec les performances des équipes jeunes de l'équipe de Suisse, mais n'arrive pas à les intégrer en équipe première. Et la partie peut-être encore plus problématique, c'est que la tendance est vraiment négative. C'est-à-dire que dans le passé, c'était quelque chose qui était mieux fait. Aujourd'hui, de moins en moins de joueurs jeunes suisses sont intégrés dans les équipes de Super League. On voit donc que la voie nationale est en perte de vitesse clairement, et ça, l'ASF l'a clairement identifié comme un des grands problèmes. Malheureusement, aujourd'hui, les clubs ne suivent pas ces recommandations justement faites par cette organisation qu'est l'ASF et ont toujours de la peine à intégrer leurs nouveaux talents au sein des premières équipes. On dit souvent, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Hein. Là, je crois que Noé vient de nous apporter une preuve éclatante et factuelle
de cette tendance qu'on voit sur le terrain. C'est pas un ressenti, c'est factuel. La Suisse ne fait pas jouer ses jeunes, quoi. C'est tout ça. Enfin, les équipes du championnat suisse ne font pas jouer leurs jeunes. C'est factuel. En Suisse, seulement 27,9% des jeunes joueurs s'imposent en première équipe, en première division. Ce qui est alarmant, c'est quand on met ça en comparaison, quand on met ça en perspective avec d'autres pays comme la Belgique, chez qui le pourcentage monte à plus de 44%. On pourrait alors se dire que les clubs suisses ont simplement de la peine à faire confiance aux jeunes joueurs, mais ce n'est même pas tant le cas que ça. Les clubs suisses font confiance à des jeunes joueurs, mais malheureusement, entre guillemets, ça dépend, il faut savoir trouver un juste équilibre, mais ils sont de plus en plus des joueurs issus de l'étranger, issus d'autres formations. Évidemment, les motivations derrière, c'est qu'on y voit peut-être un plus grand potentiel à la vente, un plus grand potentiel. De jeunes joueurs étrangers sont achetés pour les équipes espoirs. Nos partenariats et nos centres de performance sont de plus en plus souvent aux mains d'investisseurs étrangers. Le temps de jeu des joueurs M21 dans la SFL diminue. L'engagement en faveur de la promotion des joueurs de notre propre région est trop peu présente. Et enfin, et surtout, on trouve de plus en plus d'entraîneurs juniors étrangers sur les terrains de football de notre promotion de la relève. Encore une fois, la SF, dans son étude, dans son article publié, tire la sonnette d'alarme. Sonnette qui ne semble pas pour l'instant être réellement entendue par les membres, les clubs de la Swiss Football League. Et visiblement, on a de la peine à trouver une vision cohérente, commune pour l'avenir, pour le développement de ce championnat. Un autre problème, c'est que la deuxième division suisse, qui se veut être un championnat pour les jeunes joueurs, pour développer justement la relève, eh bien, ne remplit actuellement pas du tout cette fonction pour différentes raisons, que ce soit la pression de résultats ou alors peut-être un manque de collaboration entre les clubs, ou il y a plusieurs hypothèses possibles. Toujours est-il que factuellement aujourd'hui, la moyenne d'âge en Challenge League est plus haute qu'en Super League, ce qui semble évidemment assez illogique quand on connaît la mission que devrait remplir la Challenge League. Ça, c'est implacable aussi. Nous, on le voit, hein, évidemment, en tant que suiveur de Xamax et par conséquent, malheureusement, du championnat de Challenge League depuis maintenant 5 ans. Je crois qu'on est, ouais, c'est notre 6e saison, je crois. Ouais, Sixième saison de Challenge League. Pour ce qui est de la tendance, c'est pas que Xamax, hein. C'est vrai, c'est la plupart des équipes du haut du tableau, en tout cas de Challenge League, on vise la compétitivité, on vise remonter. Enfin, quand je dis on, c'est tout le monde sauf nous. On vise remonter en Super League, et du coup, pour ce faire, eh bien, on achète des joueurs confirmés, ou alors on obtient des prêts de joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Mais voilà. Alors, Savni Le Trou qui nous dit le meilleur joueur de Xamax, c'est qui? Bah, je sais pas, je vous laisse répondre, les gars. Pour vous, votre MVP actuellement? Des Machai. Juste parce que c'est le buteur, mais si. Ouais, c'est. Alors. Je dirais qu'il y a Vito aussi, parce que sans lui, la défense allait plus rien, puis avec lui, il y a quand même une petite force en plus. Ouais. Sinon, des Machai, voilà. Ouais, des Machai. Moi, j'aurais cité Fabio Saiz aussi, qui fait une bonne saison. Après, il y a Streit qui monte en puissance. Ouais, c'est ça. Mais Streit, on peut le qualifier de joueur de Xamax, mais en même temps, c'est un joueur de balle. Du coup, alors oui, on lance pas le sujet, on lance pas le sujet Noah Streit. On a Alex là qui va pas être d'accord, mais ça on pourra en faire un live entier une fois, juste avec Alex qui va nous expliquer en 150 raisons pourquoi Noah Streit n'est pas un crack. Voilà, on continue. On a encore 40 minutes de vidéo à regarder, les gars, quand même. La formation, c'est un premier pilier. Il y a un deuxième pilier, c'est le recrutement. Aujourd'hui, en Suisse, on a pris, je pense, à mon avis, un retard mais conséquent par rapport à d'autres clubs de recrutement. Ouais, il est très bon sur Football Manager, c'est clair. Mais il est très bon aussi en vrai, malgré ce qu'on dit, Alex. Aujourd'hui, le recrutement, je dirais simplement la gestion du mercato dans un club, que ce soit à l'achat et à la vente, mais c'est une partie cruciale du football moderne. Qu'on aime pas le football business, qu'on soit pour, qu'on soit contre, si on veut que le club et le championnat et le football ils se développent, ils perdurent, on doit être bon là-dedans. Parce que c'est le nerf de la guerre, en fait. C'est là où on est capable
de créer de la valeur avec un effectif, de ramener de l'argent pour investir après ailleurs, que ce soit d'un point de vue commercial pour les clubs ou au niveau de la formation. La Suisse aujourd'hui est à la rue, complètement larguée par rapport à des pays de taille similaire, pas de culture similaire, mais de taille similaire, comme la Belgique ou même l'Autriche avec Salzbourg. Donc si on prend des pays de taille similaire, la Suisse elle est larguée par rapport à ses voisins. Maintenant, ce qui marche, après, il y a différentes tendances. Il y a des clubs qui recrutent que des joueurs libres. Il y a des clubs qui peuvent se permettre de déposer des transferts. Voilà, il y a une tendance générale. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la Suisse n'arrive pas à trouver son modèle. Je pense que ouais, on a une marge de progression qui est importante parce qu'on le voit, il y a encore chaque été, chaque hiver, il y a des transferts qui se font, on n'arrive pas à comprendre comment, pourquoi. On n'arrive pas vraiment à voir que le joueur s'inscrit dans le projet, que le joueur il a réellement la place qu'il est censé avoir au moment où il signe. Non, il y a des réussites, il y a des échecs. Globalement, en Suisse, je pense qu'on est moins performant que d'autres. Oui, je pense que les clubs n'ont encore pas compris aujourd'hui l'importance du scouting. Il y a des très bons coups. Lugano, Mohamed Amouba, bravo, magnifique. Ça, c'est vraiment bien joué. Il fait des directeurs sportifs de l'époque. Donc il n'y a pas tout qui est faux. Par contre, je pense que les clubs ne sont pas assez structurés aujourd'hui. Travaillent clairement moins bien que les voisins, parce qu'aussi, on n'a pas eu besoin pendant quelques années, toute l'année, on a branché plein, on avait des résultats en Europe. Et là, je pense qu'on a... Je ne sais pas si elle aura lieu ce soir, la présentation de Maël. De manière générale, je pense que de toute façon, si un live dédié travaille parfaitement bien au niveau du marché des transferts, il y a une première réalité au niveau des résultats européens qui doit apparaître. Chose sur ces dernières années, je ne vais pas dire qu'on n'a pas, mais qu'on a moins par rapport à d'autres années, d'où le recul de la Suisse au niveau du classement UEFA. Et il y a la deuxième réalité qui est aussi qu'on aurait des meilleurs revenus en termes de vente de joueurs en provenance du championnat, et notamment vers le top 5. Et ciao Savini, bonne soirée, hein. Merci. Globalement un peu en recul de manière générale, donc si je prends l'ensemble des clubs par rapport à il y a 5-10 ans. Évidemment, vous n'avez pas, si vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas accès aux mêmes joueurs. Ou en tout cas, vous devez prendre peut-être plus de risques pour prendre des joueurs dont il faut déceler un certain potentiel. Et moi, je ne suis pas convaincu, en fait, pour répondre clairement à ta question, qu'il y a une corrélation immédiate entre l'argent et les résultats. Le plus beau transfert suisse des 15 dernières années, c'est Jean-Pierre Nsamé. Jean-Pierre Nsamé, c'est Tony Brazasawa qui va le chercher en CFA2 de la... Je fais juste une petite pause. Il n'y a pas de corrélation entre l'argent et les résultats. Cette phrase-là, on pourrait l'imprimer et aller la poser dans les panneaux de la Maladière. Voilà. Parce que si on revient à l'analyse de notre dernier live où on avait analysé justement les interviews d'Anthony Breza et de Jean-François Collet, Tim, là, il dit exactement le contraire de Jean-François Collet, en fait. Exactement le contraire. Et on va pas se mouiller avec Xamcast, mais on pense qu'il y a quand même un qui dit plus juste que l'autre. Mais on va pas dire qui. Donc la pro, et c'est un carton absolu. Bravo Anthony Breza, là c'est bon scouting. C'est vraiment top, et c'est pas une question d'argent, parce que je donne ça, il y a fait le fleur. Donc t'es pas forcément obligé de faire ça. Voilà, on parle d'Anthony Breza et du coup, Tim le cite, effectivement. Il était dans le coup à l'époque quand Servette va chercher Jean-Pierre Nsamé. Hein. C'était lui le coach de Servette. Mateusz Cunha, bravo. Il y avait des flops aussi, attention. Mateusz Cunha, c'est super bien joué. Et c'est pas une question d'argent. Mateusz Cunha, il n'a pas pour l'argent, attention. C'est difficile d'avoir des joueurs prometteurs d'autres pays si c'est pas des prêts. En Suisse, on a vu passer ces dernières années des Zanotti, des Pafulic, des joueurs destinés peut-être à des carrières internationaux dans leur pays, mais ils venaient uniquement en prêt. Quand on attire des étrangers en Suisse, ça reste soit de championnat égaux à la Suisse, donc ils vont jouer, je sais pas, par exemple dans les pays de l'Est, ou dans les deuxièmes divisions anglaises, espagnoles, ou alors c'est plutôt des anciens grands noms en fin de carrière. Le recrutement en Suisse, il faut se dire, ok, on n'a pas d'hétérogénéité, on ne peut pas se tromper, on doit faire 5-6 recrutements dans l'année, ces 5-6 recrutements doivent être réfléchis. Et donc, c'est à ce niveau-là aussi qu'il y a une masse de progression sur la capacité scouting,
Les données aujourd'hui, par exemple, donnent quand même des possibilités, on le fait ici au CS, de regarder certains joueurs qui sont très prometteurs. Évidemment, il y a des plus gros clubs qui sont aussi vigilants, mais peut-être que les clubs suisses pourraient encore mieux travailler avec ce genre d'outils pour anticiper la concurrence et proposer un projet sportif. Mais ça coûte cher, tout ça. Qui ont besoin d'en pallier comme celui du championnat suisse. Le monde du recrutement, il a totalement changé. Il y a la data, il y a la donnée avec l'intelligence artificielle, il y a plein de choses qui sont venues soutenir en support du travail du recruteur ou de la cellule de recrutement, qui bien sûr fait toujours un travail sur le terrain qui est capital. Et il y a beaucoup de clubs qui ont évolué par rapport à ça, avec des moyens, il faut débloquer des budgets pour ça. Nous, en Suisse, on a un peu de retard. Elles sont encore intégrées, la vidéo-analyse elle est bien installée, c'est les mêmes fournisseurs qui font des statistiques de jeu, qui produisent aussi des vidéos. Mais c'est vrai que ça nécessite aussi du personnel qualifié, des analyses d'attaque, parce qu'il y a quand même un vrai potentiel. Et donc du coup, il faudrait de nouveaux métiers qui sont intégrés à l'étranger et qui sont beaucoup moins en Suisse pour l'instant. Donc du coup, il suffit... Il y a quand même des consultants externes qui commencent à émerger, qui font de l'analyse, de la data pour le club, mais qui sont peut-être pas au niveau pris aussi au sérieux que dans des championnats ou dans certains clubs, parce que c'est pas le cas non plus partout. Mais aujourd'hui, que ce soit dans les championnats du Big Five, ou même en Belgique, au Portugal, qui était très pionnier là-dessus, même les agences de joueurs ont des analystes. Donc souvent, c'est des joueurs et même des grosses agences suisses sont plus avancées que certains clubs suisses. Et d'une manière générale, je dirais que ça manque. Et là aussi, c'est une question de moyens, certes, mais aussi une question de priorité. Et moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a quand même encore une certaine frilosité de ce point de vue-là. Les moyens ne sont pas illimités, mais je ne pense pas. Le coût de l'achat de données est certain, ça c'est déjà un aspect, mais avec peu de personnel, on peut déjà faire pas mal de choses. Le problème aussi, c'est quand il n'y a pas de planification stratégique, on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne se pose pas forcément les questions, et donc il faut un cadre méthodologique pour ça, parce que s'il n'y a pas de question de recherche, l'analyse de données ne va pas résoudre des problèmes stratégique, de conception de l'équipe, etc. Donc du coup, c'est vrai que faire l'analyse de données ne résout rien en tant que tel, mais s'il y a une stratégie claire en place, elle peut venir vraiment appuyer cette stratégie et donner un vrai avantage compétitif. Il faut des bonnes personnes qui sont compétentes. Regarde les clubs du nord de l'Europe qui ont vraiment développé en scouting là, qui font confiance à leurs jeunes. Bodø Glimt, c'est exceptionnel par exemple. Ou Midtjylland, ces clubs ils ont des résultats en Europe. Ils ont des résultats qui sont au-delà de leurs compétences financières parce qu'ils travaillent très bien. Et Midtjylland, pour moi, c'est un exemple parfait de club qui fonctionne sur la data, qui fonctionne sur le scouting, sur l'humain et qui a des résultats qui compensent complètement ce manque de moyens. Pour moi, la stratégie d'un club, elle doit être misée sur l'achat et la vente. En Suisse, mais pas qu'en Suisse. C'est ce que font les Belges, c'est ce que font les Français. Un club comme Lille, qui joue la Ligue des Champions au tableau en Ligue 1, le fait à la perfection. Et la stratégie, elle est basée sur ça, sur le fait d'acheter des joueurs, former des joueurs, qui soient internes au club, mais aussi qu'on va chercher ailleurs, les former et les revendre pour générer une plus-value et derrière permettre de nouveaux investissements et faire que le club grandisse. Ça, si un club suisse ne va pas dans cette direction, on a tort, parce que c'est l'unique biais. Ou alors, on a un système où on a un président qui aligne gracieusement les millions chaque année, mais c'est plus viable ce modèle-là. Ça n'existe pas. C'est très fort. Ça a bien marché la première année, ils ont trouvé Kevin Carlos. Ils l'ont vendu pour 30 millions à balles, ils ont financé leur saison. Ils ont fait une bonne saison sportivement, ils sont maintenant en Super League. L'année d'après, ils se disent ok, on doit remplacer Kevin Carlos. Michin Taylor, qui vient de Bulgarie, il flop. Hugo Comano, qui vient de Bulgarie, il demi-flop. Ronaldo Tavares, qui vient du Portugal, à la Corée du Sud, flop complet. Donc en fait, les trois autres, ils n'ont pas eu un bon.
Et du coup, tu fais un bouillon financier et tu es relégué. Donc oui, clairement, c'est une stratégie qui peut payer. On l'a vu comme Bâle qui fait les bons choix, mais qui peut aussi se révéler destructrice pour Yverdon, qui d'ailleurs maintenant fait tout l'inverse. On a recruté que des joueurs suisses. Aller dans l'excès, peu importe la direction, que ce soit dans l'achat, la revente ou dans la surstabilité, l'excès, c'est jamais bien. Il faut réussir à trouver le juste milieu. C'est sûr que cet effet achat-vente qu'on va nommer trading, parce que c'est un peu le terme à la mode, forcément, s'il y a 20 arrivées et 20 départs à chaque saison, c'est impossible de performer dans ces conditions. Impossible. Par contre, voilà, il faut avoir les bonnes personnes compétentes pour réussir à cadrer ce modèle, à cadrer cette stratégie-là et faire en sorte que finalement les joueurs qu'on va intégrer pour revendre, ils soient bien encadrés pour réussir à s'implémenter dans le projet, à rester plus que 6 mois, plus qu'un an, à performer dans les bonnes conditions. Mais ce système de trading, pour moi, en tout cas, il n'est pas forcément négatif. C'est pas mauvais. Il faut simplement trouver le bon juste milieu. Et si on arrive à bien le cadrer, c'est ce qui va nous amener vers la performance. Parce qu'on va avoir plus de moyens derrière pour pouvoir recruter plus, avec plus de moyens et performant sur les compétitions européennes. C'est ça. Le trading qui marche, c'est celui où l'équipe est cohérente et l'équipe aligne les bons résultats. Il n'y a pas photo. Hein. Si la stratégie, c'est juste acheter des joueurs pour faire une plus-value derrière à la vente, ça ne peut pas fonctionner. C'est ce que Bâle faisait quand ils étaient dans l'année dernière, il y a quelques années. Mmh. Ils achetaient des joueurs, ça n'avait aucune cohérence pour espérer les revendre plus cher. Et du coup, ça se faisait que rien ne prenait. Il n'y avait aucune cohésion d'équipe, rien. Mais maintenant, ils ont vraiment trouvé leur truc. Ils arrivent à faire en sorte que ça prenne, mais tout début, ça marchait vraiment pas. Ouais, mais après, c'est un pari, comme dit dans la vidéo. Hein. Faut faire les bons choix. Il faut avoir des joueurs qui s'adaptent au championnat suisse. Ils viennent de l'étranger. Il faut qu'ils soient dans les bonnes conditions. Parfois, c'est des fois le bon coéquipier qui te fait bien jouer aussi. Un attaquant, c'est parce qu'il a un bon numéro 10 derrière ou des bons ailiers qui lui mettent des bonnes passes. Enfin, il y a plein de paramètres comme ça. Mais c'est vrai que dans tout ce que Julien Moret et Tim Guimain ont dit l'an dernier, ils ont souligné l'importance d'avoir un directeur sportif compétent, tout simplement. Tout simplement. Ce qu'on réclame à Neuchâtel depuis pas mal d'années. Si c'est pondéré, c'est bénéfique, voire nécessaire. Aujourd'hui, le recrutement, il va se faire dans un club par deux biais. Il y a la méthode scouting, où tu as des clubs qui ont des scouts, on a d'autres qui en ont presque pas, ou pour ainsi dire pas, ou un tout petit peu. Et après, tu as de toute façon la relation avec les agents. C'est des axes qui sont ultra importants. Tant sur la partie interne, il faut définir les priorités du mercato, il faut savoir exactement ce qu'on veut, avec quels moyens, et il faut le faire assez en amont. Parce que tout au long du mercato, en fait, on reçoit énormément d'informations. Les clubs, ils reçoivent un nombre d'informations, de propositions de joueurs et autres. Ils sont presque pollués par l'information, notamment par les agents, mais pas que. Et en fait, si les idées de base, elles sont pas claires, ça va être très compliqué pour les clubs de tenir une ligne directrice et puis d'être sûr de taper au bon endroit. La relation avec les agents, elle est aussi capitale parce que finalement, eux aussi sont partie prenante active du recrutement d'un club parce qu'ils proposent des joueurs, ils proposent des services. Et plus la relation elle est bonne, elle est de confiance, et plus les idées et les besoins qu'ont le club est clair, notamment avec les agents, finalement en fait ça fait qu'ils vont avoir les bonnes informations au bon moment, ils vont avoir les bons profils, et puis ça permet d'aller dans la bonne direction. Il faut dire une structure claire à l'intérieur de ton club. On va revenir à Servette. Servette, comment ça se passe? Les dernières années, enfin la dernière année, directeur sportif était omnipotent, qui était Freiberg, qui décidait tout. C'était lui qui gérait.
l'Aftaco rénové les repas, on remet une commission technique avec 4-5 personnes dans la guerre qui vont s'occuper du recrutement. Ça veut dire qu'il change complètement de système, ça veut dire qu'il faut aussi s'habituer, il faut remettre les structures en place, et ça t'aide pas non plus à avoir une ligne directrice. Mais bien sûr que l'idéal, c'est ça, l'idéal, c'est de savoir que ton latéral droite, potentiellement, il va partir, et s'il part, comme Keigo Tsunemoto, t'as un plan A, t'as un plan B, t'as un plan C. Ils sont étudiés depuis l'année et demie par la même personne, avec d'abord des scouts, ensuite des gens qui vont sur place, qui s'intéressent à la personnalité du joueur, qui voient tous ces détails-là. Et ensuite, tu peux le recruter à l'intégrer. Mais bien sûr que... Mais voilà, puisqu'on est à si longtemps dans les sessions, il y a des recrutements ces dernières années, j'espère moins cette saison, qui ont été faits à l'envers du bon sens. Qui ont été faits en prenant des joueurs qui n'avaient pas besoin de ton effectif. Et puis après encore, je vais aller plus loin. C'est-à-dire qu'également, je change complètement et drastiquement de style de jeu. On va reprendre Mario Balotelli, qui arrive avec un entraîneur qui a un profil plutôt défensif. Ensuite, tu vas chercher un entraîneur qui a un profil plutôt joueur qui veut le ballon. Ensuite, tu vas chercher un entraîneur qui n'a vraiment pas forcément d'idée de jeu. Puis après, tu vas chercher Paolo Tramezzani. Et c'est le béton, et Balotelli, il doit encore s'adapter à quelque chose d'autre. Comment tu veux que le joueur s'intègre? C'est de sa faute, Balotelli, c'est pas intégré, c'est lui le principal fautif. Ce que je veux dire par là, c'est que le recrutement, ça va aussi, pour répondre concrètement à ta question, c'est aussi ça. Oui, faisons un plan, établissons un plan A, plan B, plan C, de quoi on a besoin, mais ensuite, faisons un effectif qui tienne la route par notre entraîneur. Si notre entraîneur change 4 fois l'identité en cours de saison, c'est pas évident non plus. On a Kabakaman. Ça peut être super chaud avec un entraîneur défini, avec un entraîneur qui va voir ses qualités exceptionnelles de meneur de jeu. Ah, ça me fait de l'urticaire. Et puis, ce entraîneur-là, on va l'utiliser. Tout à coup, tu prends un nouvel entraîneur qui dit moi, je joue 6 comme ça, et puis je joue 8, qui fasse des transitions rapides et tout, qui est de la caisse. Ali, il peut plus jouer. Dans ce cas-là, même si ton recrutement il était bon, en fait, il n'est pas adapté au fait de ton entraîneur. Donc il faut penser à tout ça. Mais si tu changes ton entraîneur dans la même saison, c'est clair que tu vas pas y arriver. C'est certain que le gros avantage des grands clubs, c'est non pas seulement de pouvoir recruter des joueurs, mais de les garder. Et c'est ça en fait, les clubs les plus stables, ceux qui ont le joueur en 11 de base. Je trouve pas qu'il ressemble un peu à Matteo, Raphaël Dans Bouy. le club, ce sont des grands clubs. Real Madrid, Bayern Munich. Donc, le vrai avantage compétitif, En plus beau, hein. c'est d'ajouter quelques éléments chaque année, faire de la qualité, pas de la quantité, transférer quelques joueurs et les garder. Et ça, comme je le disais avant, il n'y a pas tout le monde qui peut se le permettre. Le luxe d'avoir une stabilité, ça devient un luxe pour les grands clubs. Contrairement aux idées reçues, le nombre de transferts qui fait la différence, c'est la capacité à les corriger ou à ajouter quelques joueurs, quelques éléments. Et en Suisse, on ne peut pas juger les clubs au même paramètre que ces grands clubs, parce que forcément, si le joueur perd, lui-même il aura envie de partir, occupant des salaires beaucoup plus grands et une renommée beaucoup plus longue dans la l'étranger. Mais à ce niveau, les clubs suisses doivent aussi faire attention à cet aspect. Tu peux recruter un joueur et le recrutement est pertinent. Puis après, le joueur, ça ne s'intègre pas pour diverses raisons, ça ne s'intègre pas avec l'entraîneur. C'est en tout, en fait, un recrutement. C'est pas juste aller scouter le joueur, le faire signer, se mettre d'accord financièrement et le donner à l'entraîneur. C'est aussi tout le reste. Comment est-ce que tu l'accompagnes après? Ce joueur qui vient d'Afrique du Nord, est-ce qu'il est en encadrement ici? Est-ce qu'il est tout seul dans un appartement et puis par la personne, l'Allemagne du pays? Comment tu fais pour faire? Alors là, je me permets de mettre pause parce que Sam, tu sais déjà ce que je vais dire là. Totalement, Ouais. À Neuch, pendant des années, pendant l'époque d'un certain frère d'entraîneur, on va dire ça comme ça, c'était scandaleux. Les conditions, les joueurs débarquaient d'Afrique et c'était dans des conditions vraiment scandaleuses. On se demande comment certains ont performé et percé tellement c'était... Ouais. C'était. Alors, ça a pas fuité parce que les médias n'avaient pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui. Hein. Là, on parle de quoi? On parle des années 90 et des années 2000, hein, Sam. Entre 2000 et 2010, on va dire, c'est l'apogée de tout ça. Il n'y avait pas
Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les smartphones et tout ça. Donc l'info, elle passait pas facilement. On n'avait pas tous un appareil dans la poche capable de prendre des photos et de filmer des preuves ou des trucs. Donc voilà, mais ce que Tim décrit là, ça a existé très clairement à Neuchâtel et je pense dans d'autres clubs suisses. Hein. On n'était pas les seuls, on n'avait pas le monopole de ça non plus. Cohabiter dans un effectif, des Sud-Américains, Russes, joueurs qui viennent d'Afrique du Nord, tout ça, ça fait partie aussi du recrutement. C'est plus la partie scouting, mais c'est une technique primordiale aussi. Et là, je pense que les clubs sont du retard aussi. On appelle ça le player care à l'étranger. Par exemple, Lyon, c'est très bien avec une femme, Isabelle Diaz, qui accueillait les joueurs brésiliens, qui les aidait pour toutes les petites tâches du quotidien. Une femme pour accueillir les Brésiliens, c'est clair qu'ils étaient contents du coup. Hein. Voilà, tu vois, Colin, on a fait une balle perdue pour Mathéo, mais il y en a une balle perdue pour toi aussi, avec ton club de Lyon, là. Les assurances, les médecins, le logement, tout ça. Et ça t'aide beaucoup. Et par exemple, Sion, José Silval faisait ça avec les Brésiliens. Et pourquoi Mathéo Cunha était aussi par formation? Parce que quand il est arrivé, il a trouvé José Silval, qui était comme au deuxième père, qui lui a expliqué les assurances maladie, il faut payer 300 balles par mois. Enfin, tout ce genre de petites choses que tu ne peux pas savoir si toi tu es au Brésil demain. Et Mathéo Cunha, s'il s'est sorti aussi bien, c'est parce qu'il y avait José Silval. Est-ce qu'on avait quelqu'un qui a fait ça pour Massimo Rugas? Est-ce qu'on a quelqu'un qui a fait ça pour Antoine Lemonchouk? Je sais pas. Je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui, on est assez performant dans ce domaine de player care mondial. Faut regarder l'état de la Challenge League aujourd'hui. Après, ça devient compliqué. Si tu dois engager un mec de chaque nationalité, chaque culture qui vient, pour l'aider à s'intégrer, voilà quoi. On peut faire la bonne. C'est pas le meilleur des exemples parce qu'il a quand même l'expérience. Ouais. Un jeune qui part du pays. C'est ça, mais par contre, il a grave floppé, ça, par contre, ça c'est clair. Ouais, ça... La Challenge League aujourd'hui, on parlait avant de recrutement. C'est vrai que toutes les réponses que je t'ai données, c'était en pensant à la Super League. La Challenge League, c'est un massacre en matière de recrutement. Là, les personnes qui sont dans ces clubs-là, en bonne partie, je pense qu'en termes de vision et de compétences, on a un vrai problème. On n'a déjà pas de moyens en Challenge League où on va payer des joueurs globalement dans leur pierre. Donc, on doit le faire. On doit le faire en Suisse et pour mieux faire, clairement, il faut mieux utiliser les outils modernes qui arrivent sur le marché. Il faut peut-être amener un peu plus en œuvre au niveau des personnes au sein des clubs, des décideurs, des cellules de recrutement. On voit qu'en Suisse, sur ces points-là, on est encore, je ne vais pas dire dans la vieille école, mais on a du mal. C'est culturel en Suisse, mais à bouger les lignes en fait. On a cet esprit un peu conservatoire qui a des avantages, mais qui a aussi des inconvénients. Et ça, dans ce milieu-là, c'est peut-être un inconvénient. Mais on a, pour pas dresser le tableau de manière totalement noire, il y a des bons exemples, il y a des clubs qui travaillent bien. Donc il y a la formation, il y a le recrutement, puis après il y a simplement la vision long terme club au niveau de la première équipe. Donc avoir un cadre équilibré, pas trop large, avec un peu de stabilité, avec l'encadrement professionnel au niveau du staff, et les techniques aussi pour encadrer l'équipe ont énormément évolué. Aujourd'hui, est-ce qu'on a meilleur temps de miser sur l'agrandissement un petit peu d'un staff plutôt que de vouloir avoir 2 joueurs pro en plus venant de l'étranger qu'on va payer 20 à 30 000 francs par mois. Je pense qu'on a meilleur temps de sucrer 1 ou 2 joueurs pour finalement avoir un staff encore plus compétent tant sur la partie nutritionnelle, la partie athlétique, la partie vidéo, bien entendu les assistants, les préparateurs physiques. Il y a plein de choses qu'on est capable de mettre en place pour maximiser. Ce que dit Julien Moret là, si vous n'avez pas encore écouté notre dernier épisode, on en parle avec Osvaldo de ça, en parlant des blessures et de tout le staff d'encadrement. Et moi, je suis totalement d'accord avec ça. Des fois, il vaut mieux sucrer 1 ou 2 joueurs, salaire de joueurs, et puis les mettre dans un staff compétent. Il y a tout le monde qui pense à ça, sauf ceux qui sont dans les clubs. Tu disais?
Il y a beaucoup de gens qui pensent comme Julien, justement, mais dans les clubs, il y a personne qui pense comme lui. Ou ça se fait pas. Ou ça se fait pas. Ouais. Ouais, souvent pour des questions budgétaires, hein, évidemment, tu te dis, ben, plus il y a d'employés, plus la masse salariale est haute et plus tu dois sortir d'argent, ça c'est clair. Mais au final, voilà, un club, ça se résume pas que... Il faut savoir investir pour pouvoir réussir. Ben oui. C'est pas forcément rentable sur les 2 premières années, mais d'un coup, ça peut monter et puis tout est rentabilisé une saison de 3 ans plus tard. Mais Etoun, ils sont passés de la Challenge League à être leader de Super League sans vraiment changer les fondements. Hein. Ouais, et puis ils roulent. Pas beaucoup. Ouais. Actuellement. Et j'ai envie de dire, presque, ils roulent sur le championnat pour l'instant. Ils ont quoi, 9 points d'avance sur le deuxième maintenant? Ça. On voit le niveau des championnats quand on voit clairement. premier, on voit les sauces, c'est aberrant. Clairement. La performance peut avoir le meilleur cadre du monde au niveau de l'effectif, et si au final ces joueurs-là ne sont pas bien accompagnés et on ne les met pas dans les conditions pour maximiser les performances, ça va pas marcher. Je pense que c'est les 3 piliers pour un club. Il y a cette vision long terme avec il faut un bon équilibre entre... Noé dit, ouais, je pense que sur le papier, on se dit qu'un joueur peut plus se rapporter à court terme, alors que du staff, c'est du long terme, mais pas trop l'optique actuelle. Ouais, totalement. C'est ça. On a une vision. Parce que, Noé, ce que tu dis, c'est que le joueur, en fait, il coûte, mais au bout d'un moment, on veut qu'il rapporte via un bon transfert, une indemnité. Alors que ton staff, directement, il va jamais rapporter. Tu feras jamais vendre un directeur sportif ou comme ça en cours de championnat. Mais c'est un investissement secondaire, en fait. Mais c'est vital pour un club, effectivement, un staff bien constitué, qui travaille tous dans la même direction. Il y a une cohérence entre le sportif et le financier. Et puis, à partir de là, ça roule. Un bon cadre, un bon staff pour encadrer un groupe pro qui est équilibré avec des joueurs qu'on va recruter et des jeunes talents. Ben oui, souvent on critique les entraîneurs, les joueurs, mais en fait, le problème vient justement des dirigeants, du manque de planification stratégique. Ça veut donner des critères. Qu'est-ce que ça veut dire, planification stratégique? C'est d'avoir une idée des jeux, avoir une idée sur quel type de profil de joueur on veut pour le jeu qu'on veut mettre en place, que ce soit en termes techniques, mais aussi de structurage, d'effectifs, avoir une vision qui n'est pas seulement à très court terme avec des changements d'entraîneur, qui gagne plutôt des licenciements répétés d'entraîneurs. Ça arrive beaucoup en Suisse aussi. C'est plutôt l'échec du monde de planification du club, parce que c'est quand même les dirigeants qui choisissent ces entraîneurs. Et donc du coup ça empêche une montée en puissance, ça empêche finalement une vraie philosophie de jeu, une vraie philosophie de composition de l'effectif, une planification qui permet aussi aux joueurs de savoir qu'est-ce qu'on attend d'eux, non seulement de match en match, mais beaucoup sur le long terme, quels sont les critères par rapport auxquels on les juge, comment on juge leur développement, parce qu'on sait, surtout avec des joueurs, c'est la progression qui va juger, pas seulement qui doit juger, et pas seulement la performance du jeu. Et donc c'est tout ça qui finalement est décisif. Et on le voit aussi, il y a des clubs qui ont un peu de moyens, qui arrivent vraiment à sortir leur épingle du jeu aussi à l'étranger, qui ont cette capacité à voir pas seulement, disons, au-delà de deux journées, mais plutôt sur le long terme. Donc ça, c'est un critère essentiel dans une planification stratégique. Après, il y a le côté humain, je dirais, ça c'est lié, c'est d'avoir confiance, d'avoir un environnement de travail qui inspire confiance. Si on a une planification, c'est chacun son propre collectif, il y a des talents individuels, il y a aussi une nécessité de division de travail, chacun doit avoir un rôle, il doit être expliqué, il doit être clair, et s'il y a échec, s'il y a difficulté humaine, ce sont des humains, une capacité à encadrer les joueurs, donc d'un point de vue humain, de mettre l'humain aussi à côté de l'athlète et de la performance, de créer un environnement de travail, un cadre de confiance, une estime réciproque. Et ça va aussi sur des politiques de recrutement où on va choisir les joueurs non seulement pour leur qualité technique, physique, tactique, mais aussi pour leur qualité humaine. La capacité à vendre un projet, à ce que les joueurs comprennent, leurs agents aussi, leurs familles,
qu'ils adhèrent à ce projet et qui ont créé une sorte de famille, même si le terme peut galvauder, avec une capacité justement à choisir des éléments complémentaires, une bonne entente dans le vestiaire, un projet clair, une parole respectée. On sait qu'en Suisse, les joueurs viennent pas pour rester toute leur vie, mais ça doit être intégré. On peut expliquer aux joueurs, regardez, faites-nous pas seulement une saison, 2 saisons, avec un contrat, avec une option par exemple, si vous réussissez une saison, et on parle clairement, on donne un projet, ensuite on le respecte. Parce que si le joueur après veut partir et qu'on lui a promis une chose, on veut le retenir, etc., ça ne peut pas marcher. Le bruit se diffuse dans les vestiaires, on perd la crédibilité. Donc, qualification stratégique, gestion humaine. On l'a tous sous les yeux, c'est le Paris Saint-Germain. C'est le collectif. C'est créer, en fait, un état d'esprit, créer une alchimie, créer une ambiance qui fait que ton équipe, même si c'est pas celle qui a les meilleures stars, et ben en fait, elle va aller chercher les trophées qui comptent. Et moi, je suis très reconnaissant à Luis Enrique, je suis très reconnaissant au Paris Saint-Germain, parce qu'ils nous donnent un bon message. Ils nous ont expliqué en 3 ans qu'avec Sam, il va pleurer là. Messi et Kylian Mbappé, où tu en as un éventuellement qui accepte de courir sur le terrain, c'est Neymar, tu peux pas gagner. Tu te fais éliminer en huitième de finale, en quart de finale, tu ne peux pas gagner un trophée majeur. Et en fait, on s'est débarrassé de ces stars. Dont la plus emblématique l'été dernier, avec Kylian Mbappé qui ne prolonge pas et qui va au Real Madrid. En fait, c'était une libération pour le PSG parce que mettre en place ce projet collectif. Et voilà, le critère en fait, le critère de réussite, il est là. Créer une vraie équipe. Et encore aujourd'hui, malgré l'argent, c'est le critère numéro 1, c'est un bon message. Le Qatar a dépensé plus d'1 milliard face à son équipe, mais c'est presque avec l'équipe qui coûte le moins cher qu'il a gagné la Champions League. Donc le bon message, il est là. Troisième aspect, ce serait peut-être aussi vis-à-vis des fans, des médias, de ne pas tricher, d'être aussi conscient que le succès de n'importe quel club suisse, même le plus grand comme Bâle, comme on disait avant, vient du public. Parce que la télé en Suisse, c'est pas énorme, le marketing, c'est pas énorme. Le plus grand patrimoine d'un joueur avec le club suisse, c'est son public. Donc être honnête avec son public, être présent dans les villes, être peut-être assumer aussi un rôle vis-à-vis des clubs régionaux, être une vraie locomotive, donc professionnel, donner l'exemple, encadrer aussi au niveau de ces secteurs jeunes, mettre de l'importance dans ça, croire à la jeunesse, leur transmettre des valeurs fortes et ne pas simplement faire ça parce que les clubs le font, mais en guillemets, en tant qu'acte politiquement correct ou marginal, donner une vraie importance à ce genre d'action, avoir un rôle éducatif aussi, exemplaire, voir les hôpitaux, appeler les joueurs à s'intégrer dans leur environnement de travail. Mais évidemment, ça est possible de manière sincère que si les deux autres aspects sont présents aussi. Si on considère le joueur comme une marchandise, sans respect humain, sans planification, sans plan de carrière, etc. Après, on ne peut pas prétendre que ces joueurs s'intègrent et qu'ils montrent l'exemple. Et on ne peut pas prétendre que le club soit reconnu aussi du point de vue de ces valeurs qu'il est. C'est évident que le football, il y a peu de clubs qui sont bénéficiaires. Il y a cette tendance dans le football de tout dépenser en salaire, en transfert, et puis penser au court terme, et pas faire forcément les choses sur le long terme. Avec Samax, on est bénéficiaire et on dit merci. L'effet négatif vis-à-vis des supporters, etc. Donc c'est pas facile en Suisse, c'est pas facile en Europe, parce que voilà, si vous avez plus d'argent, les compétiteurs ont plus d'argent, c'est un peu course sans fin, plus d'argent, plus de dépenses. Donc il faut savoir raison garder, ça c'est pas évident. Je suis pas dirigeant de club, je me garde bien de dire que c'est facile, au contraire je pense que c'est très difficile, mais c'est d'autant plus intéressant. L'économie managériale, dans un contexte difficile de tirer son épingle du jeu. Il y en a qui le font très bien, il y en a d'autres qui le font moins bien. Donc, au final, c'est difficile, mais ça n'empêche pas d'essayer. Et dans un cadre difficile, quand même tendu,
Ceux qui réussissent méritent d'autant plus des louanges. Il y a un club pour l'Union Saint-Gilloise en Belgique qui n'a peut-être pas le plus gros budget, mais qui régulièrement arrive à se dépasser, comme Brighton l'a fait en Angleterre. Ce sont des clubs qui ont eu une vraie stratégie. Et on parle beaucoup du fait qu'ils soient très axés sur la data, aussi en Gironde, en Nouvelle-Zélande, au Danemark, au Brentford. Voilà, ce sont beaucoup d'exemples qui maintenant existent depuis plusieurs années de vraies réussites sportives et économiques. C'est pas que... Et après, au fil des compétitions, il y a plus d'argent que les compétitions européennes. Ils ont aussi pu augmenter leur ambition, mais sans mettre en danger l'avenir du club. Parce que le gros danger, c'est de mettre beaucoup d'argent, de dépenser mal. Et puis à ce moment-là, la chute est d'autant plus brutale. La commune, il y a longtemps déjà. Et on a la peine à capitaliser sur les investissements. Donc il faut faire les choses progressivement. Et c'est vrai qu'on a un peu de patience dans le football, que ce soit au niveau des fans, mais aussi des dirigeants. C'est un contexte tendu, mais les exemples montrent qu'il est possible, malgré tout, de réussir et de se dépasser, d'augmenter progressivement une ambition. Gestion de club, c'est la gestion d'entreprise. Un club, c'est une entreprise, c'est une SA, il y a une rentrée d'argent, il y a des coûts, il faut que ce soit à minima à zéro à la fin de la saison. Ça passe par une stratégie claire, par des personnes compétentes au bon poste. Je pense que on en revient au sujet principal, c'est on est dans quel marché. Là, tu mentionnes que finalement on n'arrive pas à aligner les revenus par rapport au coût, mais la vraie structure de revenus d'un club en Suisse, ça va être la vente de joueurs. Donc à un moment donné, il faut que la stratégie elle soit en adéquation avec ça, qu'on soit à l'aise avec ça, et puis qu'on arrive à cadrer cette stratégie-là. Et clairement, ça veut dire qu'on doit former des jeunes, et on doit être bon dans le recrutement pour recruter des jeunes joueurs qu'on va revendre, et accompagnés par des joueurs d'expérience. Ça, c'est pour la stratégie sportive. Et c'est clair qu'un club de Super League n'a pas la même réalité qu'un club de Challenge League, mais dans le fond, la vision devrait être plutôt la même, parce qu'on divise simplement les revenus entre les deux ligues, parce qu'on a cette problématique d'argent, mais non. C'est ça. La seule chose qui change finalement, c'est les montants d'indemnité, mais le but, c'est ça, c'est d'avoir une série de joueurs qui percent, comme on dit, et puis qui part plus haut, quoi. C'est la stratégie de tous les clubs globalement. Après, ce qui change, c'est, comme je le dis, c'est les montants d'indemnité. C'est sûr que c'est pas tenable. Et de comment c'est réutilisé ensuite. Et comment c'est réutilisé ensuite, ouais, ça c'est clair. Tu vois, il y a des clubs qui malheureusement disparaissent, alors ça n'existe pas qu'en Suisse. Hein. Dans d'autres pays, on a aussi ces problématiques, mais voilà, je pense qu'il faut. C'est vraiment une question de vision, avoir les bonnes personnes, bonnes places avec des projets long terme. Et dans le projet long terme, on y revient toujours et encore, mais il y a l'axe de la formation. Ah, moi je dis toujours, si t'as 10 millions, vaut mieux les mettre dans un centre d'entraînement que dans un joueur. C'est clair. C'est clair net. Et je pense que même aussi en Suisse, on a du retard par rapport au centre d'entraînement. Ça va être à la volonté de faire. Mais ça heurte à des considérations politiques, géographiques et tout ce qu'on veut. Et ça va être à part de centre d'entraînement. Aujourd'hui, les joueurs, ils prennent leur voiture et ils entraînent leur voiture depuis leur vestiaire. Enfin, c'est catastrophique. Ça semble se décompter maintenant, mais aussi du retard par rapport à ça. eBay est seulement maintenant en train de construire son centre d'entraînement, ce qui paraît fou. eBay aujourd'hui, on n'a pas de centre d'entraînement, il va arriver dans quelques mois. Finalement, Getse en a un, Getse Campus, ça te garantit quand même une certaine stabilité et ça te permet aussi d'attirer les joueurs plus facilement. Voilà, je répète ce que je dis, le meilleur investissement pour le club, pour moi, si tu as une somme d'argent, c'est les installations, c'est pas les joueurs. Alors, pour quantifier si la gestion d'un club est bonne, alors, c'est quelque chose de compliqué. Évidemment, on peut tout de même se baser sur l'aspect financier qui reste central pour un club.
Et à ce sujet-là, il y a une étude de l'Université de Saint-Gall qui a été réalisée et qui, je trouve, résume parfaitement bien, qui résume les points clés, les problèmes principaux auxquels font face les clubs suisses en termes de gestion financière. Le contexte général aujourd'hui, c'est qu'il y a un football qui génère des sommes absolument colossales, mais que la Suisse a encore une très grande fragilité financière et encore assez touchée par ce qui s'est passé avec le Covid, par exemple. Enfin bref, on a une pyramide qui est assez fragile à plusieurs endroits. Certains clubs arrivent à trouver une certaine stabilité, mais ça reste quelque chose d'assez rare. Premièrement, un des problèmes, c'est que beaucoup de clubs suisses manquent de fonds propres. Aujourd'hui, la plupart ont moins de 20% de fonds propres, ce qui veut dire qu'ils sont très dépendants et aussi qu'ils ont une stabilité qui est très relative. C'est un grand problème, évidemment. Ça veut dire que finalement, leur stabilité, leur développement tient des fois pas forcément à grand-chose. Et ça, évidemment, c'est pas ce qui est optimal pour le développement d'un championnat. Ces 20%, généralement, c'est considéré comme un seuil critique. Toujours selon l'Université de Saint-Gall, les clubs de football, évidemment, doivent avoir une certaine réserve financière, étant donné qu'ils ont des revenus qui peuvent être très volatiles, que ce soit par exemple par la vente de joueurs, par la billetterie, etc., qui sont des facteurs qui peuvent varier d'une saison à une autre. Aussi, les fonds propres, généralement, on considère toujours, d'après les écrits de l'Université de Saint-Gall, qu'il faudrait qu'ils atteignent entre 30 et 50% du chiffre d'affaires annuel. On dira pour avoir un certain matelas, une certaine marge de manœuvre, une certaine sécurité. Aujourd'hui, évidemment, vous en doutez bien, si j'aborde ce point, c'est que les clubs suisses ne sont pas dans ces clous-là. Il y a seul le FC Saint-Gall qui respecte les 2 points que j'ai évoqués. Et donc, eux sont stables, en l'occurrence financièrement. Par contre, beaucoup d'autres clubs survivent quasiment ou presque exclusivement grâce à l'investissement de mécènes qui les maintiennent à flot. Et ça, évidemment, dans une vision assez long terme, dans une vision de développement durable du championnat, ce n'est pas tenable. Le deuxième point très important, c'est qu'en Suisse, les coûts salariaux, proportionnellement, sont trop élevés. Ils dépassent très souvent les 70%, ce qui est considéré comme une gestion risquée et court-termiste. Concrètement, ça veut dire qu'on mise beaucoup d'argent sur les salaires, c'est-à-dire qu'on mise beaucoup d'argent sur les joueurs qui sont actuellement présents dans l'équipe, dans l'espoir de les revendre, etc. Mais moins dans les infrastructures, dans, on va dire, des valeurs un peu plus stables, un peu plus permanentes, qui pourraient être un centre d'entraînement, un stade, des infrastructures qui, elles, perdureront dans le temps, peu importe les joueurs qui passent finalement, les joueurs qui sont, entre guillemets, assez éphémères. En Suisse, plus de la moitié des clubs dépassent ce seuil de 70%, dont certains, ça va avoisiner les 100%, donc c'est vrai que c'est dur de tenir cette situation si tout d'un coup il y a des blessures parmi vos joueurs cadres, etc. C'est extrêmement instable, extrêmement fébrile. Troisième point évoqué par l'Université de Saint-Gall, c'est un manque de transparence. On a peu d'informations finalement sur les données financières des clubs. Alors oui, il y a des rapports chaque fin de saison, des bilans, mais ils restent assez basiques, assez sommaires. Ce manque de transparence, évidemment, c'est un frein à l'attractivité, notamment vis-à-vis des sponsors. Les sponsors, évidemment, ramènent de l'argent, c'est un cercle vertueux. Ça pourrait aussi aider le championnat de ce point de vue-là. Quatrième et dernier problème majeur, c'est que les clubs suisses vivent beaucoup selon les primes de l'UEFA, qui sont certes importantes, et qui sont, on va dire, assez ambivalentes. D'un côté, évidemment, quand un club comme Young Boys Subal se qualifie pour la Ligue des Champions, c'est des rentrées d'argent fantastiques pour un championnat comme la Super League. Mais le problème, c'est qu'une équipe comme Bâle, qui pendant des années, par exemple jusqu'à 2017, était habituée à toucher justement ces primes de Champions League, etc., de Coupe d'Europe, si tout d'un coup les résultats en Coupe d'Europe suivent plus, ça peut très vite provoquer un gros problème, un gros trou dans les comptes. Et ça a justement un rôle très particulier qui tantôt peut booster les clubs, mais tantôt peut les faire retomber à cause justement de... C'est ça, je me pose parce que ça peut perturber le processus si tu comptes sur cet argent-là pour faire ton budget. Si tu comptes sur une rentrée d'argent venant des Coupes d'Europe, ben c'est sûr que voilà, ça peut que mal se passer finalement. Alors que j'évoquais avant Thun, je pense que l'année qui a suivi les entrées d'argent de la Ligue des Champions, ils n'ont pas flambé et ils se sont pas dit on fait un budget pour remonter une équipe pour jouer la Ligue des Champions et puis reprendre du pognon avec ça.
c'est quand tu as une politique, effectivement, où tu as un objectif. Mais en Suisse, on n'est pas, voilà, on n'est pas le Real Madrid, on n'est pas Chelsea, on n'est pas le Bayern Munich, on n'est pas des équipes qui vont jouer chaque année. Un club suisse qui se qualifie pour la Ligue des Champions, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais pour moi, c'est toujours un exploit, en fait. Je trouve aussi. Parce que maintenant, ce qu'il y a au tour de qualification, tu sais pas si on va passer ou pas. Ouais, alors en plus, Les histoires de barrage et tout, là, ça devient plus... bah, ouais, après, on doit en jouer une chier des tours de qualification parce que l'indice UEFA de la Suisse n'est pas bon, quoi. Donc, voilà. Mais autant, tu vois, là, il y a 2 jours, on fête la qualification de l'équipe de Suisse pour la Coupe du Monde. Bravo, les gars. Mais c'est presque normal, tu vois. On banalise presque le fait que la Suisse va à la Coupe du Monde parce qu'ils le font tout le temps. Alors que quand un club se qualifie, moi je suis comme ça, hein, les gars, je sais que vous l'êtes aussi, mais quand un club suisse se qualifie pour une Coupe d'Europe, on est content, peu importe lequel, parce que ben voilà, forcément ça redore un peu le blason du football suisse de manière générale. Et en général, je suis les compagnies européennes de tous les clubs, même ceux que je ne porte pas dans mon cœur, on va dire ça comme ça. Mais voilà. Mais l'écart, il est énorme de l'équipe nationale des clubs suisses. Quand tu regardes, genre, Ouais. la Suisse, pour pas chambrer de nos auditeurs, on va prendre l'Italie comme exemple. Si tu mets un Suisse-Italie, tu te dis pas que l'Italie est supérieure. Tu mets, par exemple, on va peut-être mettre un autre pays, genre l'Allemagne. Tu dis que la Suisse peut leur tenir tête, ils ont l'équipe pour leur tenir tête. Mhm. Par contre, un Young Boys, pour jouer le troisième tour de qualification pour la Ligue des Champions, tu mets pas le PAOK Salonique en face. Tu sais même pas s'ils vont passer, quoi. Mhm. Totalement. Ouais, hein. Ouais. Totalement. Je suis d'accord avec toi, Sam. C'est la différence entre les deux, c'est un gouffre. C'est un gouffre. Mm. Il y a plus de chances que la Suisse batte l'Allemagne que le FC Bâle batte le Bayern Munich, clairement. C'est ça. Ces variations d'une année à l'autre et finalement de résultats qui sont imprévisibles. Aussi, ces qualifications, elles peuvent créer un déséquilibre au sein même du championnat. Quand un club comme Bâle avait dominé de A à Z vraiment le championnat suisse, encore une fois jusqu'en 2017, eh bien, il touchait des primes très importantes et il pouvait créer des deltas assez monstrueux avec les concurrents. C'est assez logique et ça, au sein d'un même championnat, ça peut nuire même à la compétitivité interne en elle-même de la Super League. Pour faire court, donc d'un point de vue financier, on a vraiment un championnat qui est malheureusement dans une position très instable et dont il y aurait peut-être besoin de quelques aménagements pour, on va dire, pérenniser un peu plus et stabiliser le football suisse d'un point de vue financier. On peut acheter le succès si on a tellement plus d'argent que les autres, mais dès qu'il y a des compétiteurs qui ont peut-être même moins d'argent, mais qui ont une stratégie, ce sont quand même ceux qui ont une stratégie qui vont gagner. Et on le voit avec Manchester United, ça c'est un club qui a la peine à avoir une stratégie, une continuité. Il ne sait pas qu'ils ont moins d'argent que d'autres clubs anglais, mais ils ont beaucoup moins de succès. Au point même qu'ils sont, je sais pas, 15e ou 16e en ayant le deuxième budget. Donc on voit. Il y a Leicester, l'autre exemple, qui a beaucoup moins d'argent. Après, Leicester ne va pas gagner le titre chaque saison. United ne va pas être 15e chaque saison. Mais il y a quand même, entre l'argent vous permet d'avoir une certaine ambition, on peut la dépasser, mais d'une manière générale, voilà, ça revient à ça. Mais s'il y a quand même un peu d'argent, mais surtout une stratégie, à ce moment-là, vous pouvez de manière constante dépasser des clubs qui ont plus d'argent que vous. Donc il ne faut pas non plus, l'argent est important, mais il ne faut pas croire qu'il explique tout. Et un des gros problèmes, c'est aussi que pour les supporters, c'est que, évidemment, par exemple, le FC Sion, si on dit qu'on veut gagner le titre, par rapport au budget des grands clubs, ce ne serait pas un objectif a priori atteignable. Mais si on dit qu'on veut se qualifier pour les 6 premiers et que on met les moyens, on chaque
argent qui est mis dans le club, chaque ressource exploitée au mieux, à ce moment-là, ça devient tout à fait un objectif atteignable. Et qui sait que sur une saison, on ne puisse pas même faire mieux que ça. Mais il faut quand même l'argent important, mais des risques. Il faut essayer de trouver des opportunités en fait pour surfer sur la dynamique et puis profiter. Un très bon exemple est quand même le championnat belge. Il y a 10-15 ans, je suis pas sûr que le championnat belge était vraiment meilleur que le championnat suisse. Aujourd'hui, en termes de revenus, alors ils ont de la chance avec les droits TV, mais même les revenus en matière de vente, en matière de formation. En Belgique, on n'a pas peur de mettre des joueurs de 17-18 ans, de les lancer, même s'ils ne vont pas faire tout juste, parce qu'on sait que derrière, il y a un pouvoir d'attractivité, de visibilité qui est ultra important. Ça a un autre aspect aux yeux des clubs étrangers de sortir un joueur à 17 ans que de le sortir à 22 ans. C'est plus du tout la même manne financière qu'il peut y avoir derrière. Et je pense simplement qu'il faut accepter la différence et le creux abyssal qu'il va y avoir entre l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la Suisse. Et puis, il faut simplement se dire, mais en fait, on a déjà des liens, entre guillemets, commerciaux entre ces deux pays. C'est des pays qui savent très bien que le marché suisse est intéressant, savent très bien que la formation elle est bonne, et puis qu'il faut simplement saisir les opportunités pour finalement récupérer une partie de ce que eux ont. Et ce qu'ils ont, eux, c'est de l'argent. Si on travaille bien, ils vont investir dans notre pays qui va nous permettre à nous d'investir encore une fois dans la formation. C'est un cercle vicieux, mais je pense qu'il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à ça. Le sport, de toute façon, et ça, c'est le bon côté, c'est que peu importe le budget, au bout d'un moment, sportivement, si tu fais les choses bien, tu es toujours en mesure de faire des résultats. C'est pas parce que un club va avoir 5 fois le budget d'un autre que nous, on sera incapable de faire des performances en Ligue des Champions. Bien sûr, il faut un minimum d'argent. Avec 30 millions de budget, on ne va pas en Ligue des Champions, on n'arrive pas à faire des résultats. Mais les meilleurs clubs suisses ont la possibilité d'avoir bien plus que 30 millions de budget. Et ces clubs-là, s'ils travaillent bien, et je pense que n'importe quel club suisse, en travaillant bien, arrive à augmenter son budget, peut réaliser des performances au niveau européen. Et puis derrière, ça fonctionne. La base, c'est avoir une vision claire et bien travailler. Et avoir confiance en sa formation, parce que c'est le socle de tout. Les moyens, c'est une excuse à mon avis. Parce que oui, les moyens conditionnent vos ambitions. C'est-à-dire si vous avez Les moyens, c'est une excuse. Au-dessus de 300 millions, vous pouvez difficilement faire des demi-finales de Ligue des Champions. Mais dans certains pays, avec un budget à 50 millions, on peut se qualifier pour la Ligue des Champions. Avec un budget en Suisse de 10-15 millions, on peut espérer de se qualifier pour des coupes européennes. Avec moins de ça, on peut espérer de se faire une saison, on va dire, qui nous ont sans relégation en tout cas, que vous pouvez vous sauver bien avant les dernières journées. Chacun, en fonction des moyens, a ses propres ambitions, c'est certain. Les ambitions ne sont pas les mêmes pour tout le monde parce que l'argent est quand même important. Mais d'optimiser ce potentiel, c'est ça l'objectif qui doit être celui de chaque club. Et puis à ce moment-là, les recettes sont toujours les mêmes, parce que comme je le disais d'avant, elles sont valables, peu importe les moyens. Et comme je le disais, avoir une planification effective avec, comme Bruges le fait très bien en Belgique, avec différentes catégories de joueurs, des joueurs qui sont là pour jouer titulaires et transférés jeunes, des joueurs jeunes qui ont besoin encore peut-être d'une saison ou deux pour être titulaires et donc qu'on va pouvoir garder un peu plus longtemps. Mais qui sont là pour partir, des joueurs d'âge moyen qu'on peut regarder quand même plus longtemps, mais que s'ils perdent, ils peuvent partir, et des joueurs expérimentés qui sont là pour garder le vestiaire uni, avoir un rôle aussi de continuité dans l'équipe. Et souvent, voilà, c'est cette planification-là qui est nécessaire pour arriver finalement, malgré tout, malgré que le départ soit inéluctable, avoir quand même une certaine continuité, parce que la continuité aide à la performance aussi.
Et c'est pas facile, je ne dis pas que c'est pas facile, mais si la planification est là, si l'aspect humain est là, si le club parle au territoire et aux joueurs, on s'attache au maillot malgré tout, le joueur et l'humain, il peut aussi trouver des compromis avec le club pour peut-être rester une saison de plus, prolonger le contrat avec une certaine clause qui peut contenter tout le monde, trouver des compromis pour que tout le monde soit d'accord. Bravo Noé, bravo. On va laisser défiler les crédits quand même, on va pas couper avant. Voilà. Bon, ben, je crois qu'on peut déjà commencer, messieurs, par tirer un grand coup de chapeau à Noé, hein, pour le boulot accompli. Et alors, je confirme, Noé, on a vraiment envie de te recevoir en live, un de ces quatre, pour que tu puisses nous parler de la genèse de ce projet. Et puis, vraiment, ouais, c'était un chouette reportage. Ça mérite vraiment tout le buzz que ça a fait. Tu pourras nous dire aussi combien d'abonnés tu as pris et tout. Là, je regarde la vidéo. Elle en est à combien? Elle en est à 7000, ouais, presque 7500 vues. Donc, voilà. Alors bon, ben oui, en ton prix, Noé, nous, on est modeste finalement, hein, par rapport à toi. On a moins d'abonnés, moins de visibilité. Mais voilà, c'était vraiment sympa de pouvoir réagir à des vidéos comme ça, parce que forcément, on peut être supporter de n'importe quel club en Suisse. On est forcément concerné par le sujet que tu évoques là, parce que ça touche pratiquement tous les clubs, hein, que ce soit les clubs de Challenge League comme Neuchâtel, Xamax, ou les clubs de Super League qui soient plutôt en bas du tableau, ou les clubs dits plus puissants de Super League. C'est un sujet qui touche tout le monde et qui forcément nous, nous touche tout particulièrement, parce que, messieurs, on aime beaucoup vibrer aux exploits de notre équipe nationale, mais de temps en temps, on a aussi envie de vibrer un petit peu avec les Suisses sur la scène européenne, et de ce point de vue-là, on n'a pas tellement l'occasion. Ou alors, on a des fois des matchs de Super League qui sont spectaculaires parce qu'il y a des buts, il y a beaucoup de buts, et puis il y a des fois des buts assez incroyables qui sont marqués. Mais globalement, voilà. On prend je pense, allez, une équipe de milieu de tableau de France, d'Angleterre, d'Allemagne, ou même d'Italie ou d'Espagne, tu la mets en Suisse, allez, il y a quasiment 100% de chances qu'elle devienne championne. Il n'y a même pas besoin de prendre le haut du panier, hein. Le haut du panier, on n'en parle même pas. On n'arrive pas à régater avec eux. Mais je pense pratiquement toutes les équipes anglaises, si elles ne sont pas championnes en Suisse, elles font top 3 assuré, c'est sûr et certain. Ouais, carrément. Quand on voit le niveau de la première ligue en général, par rapport à... Voilà. Alors, je crois que tu n'as pas trop de soucis à se faire, Noé. Il y a de l'intérêt. Tu fais pas 7500 vues presque pour une vidéo faite n'importe comment, random. Donc, ouais, alors, je suis d'accord que le format de 1 heure, des fois, ça peut être long, hein. Nous, on en sait quelque chose avec des podcasts qui ont duré des fois 3-4 heures, plus de 4 heures pour les plus longs. Mais quand c'est intéressant, ça se boit comme du petit lait. Et puis, Noé, t'as vraiment fait un super casting, hein, finalement, là, parce que entre Tim Guimin, Raphaël Epoli, Julien Moret et Giacomo Notari, évidemment, on ne l'oubliera pas, eh bien, t'as vraiment un super casting.
peut-être Giacomo, il a été peut-être un peu sous-utilisé. Là. Je sais pas, tu nous raconteras un petit peu comment tu as choisi la répartition finalement dans la vidéo finale. J'imagine que tu as fait des interviews de durée similaire, mais voilà, là, je t'embête un petit peu, mais je veux pas en dire trop maintenant. Et puis, ouais, tu nous expliqueras dans un live. À mon avis, on a de quoi papoter facilement pendant 1 heure avec toi. Donc, voilà, je te contacterai tout prochainement pour s'organiser ça. Je pense que Alex, Sam et les autres membres de l'équipe qui sont pas là, mais qui regarderont peut-être la rediff et tout. Voilà, il m'a bien semblé que le micro, c'était pas top. Je pense que ça sera cool aussi pour vous de participer ou d'écouter après, d'avoir Noé avec nous pour nous parler de son projet. C'était déjà bien sympa de participer. Tu as fait vivre le chat avec Savigny Le Trou, on va dire ça comme ça, qui doit être une de tes connaissances. Donc, merci aussi pour ça. Et puis voilà, je pense que c'est un peu tout pour ce soir, messieurs. C'est déjà 22h20. Demain, il y a boulot. Donc, ouais, dis-moi, Alex, dis-nous. Est-ce que tu veux voir un de mes maillots? Je te propose. Ouais, alors je pense qu'il a envie. Ouais, il va mettre 2 secondes à répondre, mais Si il tu peut veux, peut-être. tu peux choisir entre un signé, un porté ou un que j'ai acheté comme ça. C'est ça, vas-y Noé, fais-nous une petite proposition dans les commentaires, voir si Alex il a le maillot. On attend ton commentaire. Ici, il est encore là. Oui, je crois qu'il est encore là. Après, j'irai voir si ma femme va déjà coucher. Il y a des priorités dans la vie, hein. D'abord les lives. Exactement. Fais-moi rêver, un petit maillot porté, celui que tu préfères. Ok. Vas-y Alex, fais-nous. On a déjà un 2e live programmé. Ce sera Alex qui présente sa collection de maillots. Maillot porté, celui que je préfère. Il va nous sortir un rap Xamax Non. ou un Stephen Youngboys. Ah non, quand même pas. Quand même pas. Maillot straight. Bon, porté, je vais sortir, je pense, le plus gros joueur que j'ai. Allez, on fera un petit clip TikTok pour ça. Ça doit être lui, le plus gros joueur que j'ai porté, signé. Ah ouais. Rodrigo de Paul, la classe. Tu l'as vu quand? À quelle occasion? Fais-nous un... Non, alors, en l'occurrence, ça c'est des maillots. Ah, tu les as achetés, dis. Voilà, pour la plupart, c'est des que j'ai achetés aux enchères. Moi, j'en ai un pas mal aussi pas porté, mais il est dédicacé par contre. Vas-y, fais-nous rêver, Sam. Tu l'as peut-être pas sous la main, mais... J'ai dit que j'ai cherché, j'avais pour 2 secondes. Ouais, malheureusement, moi, j'ai pas une collection de maillots comme ça, moi. C'est pas mon flex, du coup. Moi, j'ai un collector. C'est le premier maillot du tout premier match de Surdé à la Gantoise. Oh, classe. Ça, c'est Francky qui te l'a envoyé, ou bien directement? Ou tu l'as acheté? Non, même pas. Je me suis acheté. Ah ouais. Allez, Sam, vas-y, fais-nous rêver. Oh, joli. Joli. Ouais, je l'ai regardé pour l'occasion, il est dans mon salon. Ouais, avec vous deux, les gars, on a de quoi faire, hein, je pense, au niveau maillot. Vous êtes largement ceux de toute l'équipe qui avait le plus de maillots. J'ai plus de matchs que de maillots. J'ai plus de billets de match que de maillots. Ouais. Je crois que de ce point de vue-là... Ouais, Colin, il en a quelques-uns aussi, hein. Et derrière moi, il y a plus de Ça, c'est le nombre de déplacements. Combien t'as dit, Alex? 160. 160. Oh putain, ouais, on a de quoi faire un sacré live. C'est clair. Là, c'est tous les billets de déplacement, j'en ai à peu près 300. Joli. C'est avant de marier. Ouais. et surtout d'avoir un gosse, surtout. Bon. On en reste là, messieurs, pour ce soir. Merci à tous.
160, j'en ai quelques-uns, mais là, c'est dur à battre. Bon, ben voilà, on aura au moins une personne qui va venir lors de ce live quand tu présenteras ta collection, Alex. On était un peu à la recherche d'inspiration pour ces lives. Ben là, tu nous en as indirectement donné. Enfin, vous nous en avez indirectement donné dans le chat. Voilà, merci Noé, merci à tout le monde dans le chat, merci à vous les gars, et puis bonne soirée, à bientôt sur Xamcast. Bye. Ciao, ciao. Bonne soirée.